Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 16 janvier, je vous propose de revenir tout d'abord sur les émeutes et les pillages qui ont eu lieu la semaine dernière dans la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby, ainsi que dans la deuxième ville du pays. Nous irons ensuite au Japon qui tente de réparer les dégâts du puissant séisme survenu le 1er janvier dans la préfecture d'Ishikawa. Chine également, où nous reviendrons sur l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'éducation patriotique. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Sud, où les policiers seront bientôt équipés de caméras portatives. La capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby, a été le théâtre d'émeutes et de pillages mercredi dernier, après que des membres de la police et de l'armée ont fait grève suite à une baisse importante de leur salaire. Les baisses de salaire allaient jusqu'à 300 kina, soit environ 74 €, soit parfois la moitié du salaire, une baisse conséquente donc, d'autant plus dans le contexte d'inflation auquel fait face le pays depuis plusieurs mois. À 10h du matin, les manifestants ont protesté dans la capitale contre cette baisse qui concernait aussi les salaires des fonctionnaires. Le syndicat de police s'est rendu au Parlement pour réclamer des explications au gouvernement et des policiers et des soldats ont pénétré dans l'enceinte du Parlement. Dans le centre-ville de la capitale, plusieurs bâtiments et magasins ont été pillés et incendiés et les pompiers, en sous-effectif, ont parfois été menacés par les pilleurs. Un hôpital a dû évacuer ses patients à cause d'un incendie proche qui se propageait et l'aéroport a été fermé et tous les vols internationaux ont été annulés. Mercredi soir, des renforts de la police ont été déployés depuis la province, mais les émeutes et les incidents ont fait au total 22 morts, dont 15 à Port Moresby et 7 à Lae, deuxième ville du pays où les émeutes et les pillages se sont propagés. Le Premier ministre James Marape a publié un communiqué d'appel au calme, affirmant que la baisse des salaires soudaine était due à un bug. Le commissaire aux revenus internes a aussi affirmé que le gouvernement faisait tout ce qu'il pouvait pour résoudre le problème. Et le chef du gouvernement a proclamé un état d'urgence de 14 jours qui comprend des mesures d'urgence qui ont été qualifiées de draconiennes par le quotidien papouan-néo-guinéen Post-Courrier, avec notamment des fouilles de maisons, de véhicules ou de téléphones rendues possibles par des agents du gouvernement. L'ONG Transparency International Papouasie-Nouvelle-Guinée a condamné les émeutes, déclarant, je cite, que la frustration et la colère du personnel de police face à la mauvaise gestion du calcul des taxes sur les salaires étaient seulement la partie émergée de l'iceberg dans un système gouvernemental dysfonctionnel. Vendredi dernier, une autre ONG, Amnesty International, a appelé les autorités à protéger les droits humains suite aux émeutes, tout en faisant remarquer que l'état d'urgence donnait des pouvoirs extraordinaires à la police et à l'armée. Le ministre des Télécommunications et des TIC, Timothy Matthew, un ancien journaliste, a annoncé hier des mesures visant à contrôler les réseaux sociaux pendant les 10 jours qui restent de l'état d'urgence, menaçant aussi d'une fermeture complète des réseaux sociaux si ces derniers, je cite, se livraient à la désinformation et à la propagation de fausses nouvelles. Le ministre a invoqué, pour justifier cette décision, la loi sur l'information nationale et les technologies de communication de 2009. Cette décision a été vivement critiquée par l'ancien Premier ministre Peter O'Neill, qui estime que ces mesures menacent la liberté des médias et la liberté d'expression, pourtant protégées par la Constitution. Le Premier ministre actuel, James Marape, est donc dans une posture particulièrement difficile depuis les émeutes. 6 membres de son gouvernement ont démissionné depuis mercredi dernier et ont réclamé sa démission. C'est le cas de James Nomane, vice-ministre assistant du gouvernement, qui a critiqué le manque de visibilité sur les dépenses budgétaires sur l'année 2023. Keith Iduhu, député de Hiri Koiari, a aussi accusé le gouvernement de corruption et de mauvaise gestion et annoncé qu'il quittait à la fois le gouvernement et le United Resources Party, un parti membre de la coalition. Le Premier ministre James Marape a dirigé une conférence de presse vendredi, affirmant que les pilleurs avaient été organisés et aidés par certains membres véreux de la police, avant d'assurer qu'une enquête complète serait menée dans les 2 semaines qui suivent pour sanctionner administrativement et pénalement les responsables.
Du reste, le chef de la police et d'autres hauts fonctionnaires du département des finances et du trésor ont été suspendus. Toujours est-il que James Marape est sur la sellette et pourrait faire l'objet d'une motion de censure à partir du 9 février prochain. Mais le chef du gouvernement a montré qu'il n'avait pas peur, que rien n'empêchait cette motion d'être déposée et que du reste, il se trouvait très satisfait de son gouvernement, ainsi réduit à un petit comité, affirmant qu'il était, comme tel, beaucoup plus efficace. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a décidé aujourd'hui de doubler le budget d'urgence prévu pour réparer les dégâts du puissant séisme survenu le 1er janvier dans la préfecture d'Ishikawa. Le Japon émettra pour cela des obligations supplémentaires afin de doubler le montant et le porter à 6,2 milliards d'euros contre 3,1 prévus initialement. Le séisme, de puissance 7,6 sur l'échelle de Richter, a fait au moins 221 morts et 22 personnes sont toujours portées disparues, en faisant le tremblement de terre le plus mortel depuis le séisme survenu en 2016 à Kumamoto, sur l'île de Kyushu. La péninsule de Noto, au nord de la préfecture, a été particulièrement touchée. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a indiqué que les travaux de réparation des systèmes d'égouts et d'approvisionnement en eau devraient durer encore plusieurs semaines. Les dommages occasionnés par le mouvement des plaques tectoniques ont créé des problèmes d'hygiène pour les habitants sans accès à l'eau, qui ne peuvent ni boire l'eau du robinet, ni se doucher, ni faire leur lessive ou encore tirer la chasse d'eau de leur toilette. 2 semaines après le séisme, l'eau courante est toujours coupée pour plus de 55 000 foyers dans 8 villes et communes de la préfecture. Les routes également ont été beaucoup endommagées, certaines s'étant enfoncées, d'autres ayant été surélevées et beaucoup craquelées par les secousses. Le quotidien japonais a aussi rapporté que 19 000 personnes étaient toujours réfugiées dans des gymnases, des maisons de quartier et d'autres abris dans la péninsule. La loi sur l'éducation patriotique, adoptée par l'Assemblée nationale populaire chinoise le 24 octobre 2023, est entrée en vigueur le 1er janvier. Le texte dit en substance que le gouvernement central et ses agences, mais aussi les gouvernements locaux, les écoles et tous les citoyens doivent contribuer au renforcement de l'éducation patriotique pour promouvoir le grand renouveau de la nation chinoise, un des mots d'ordre de la pensée Xi Jinping. La loi, qui s'applique aussi à Hong Kong et à Macao, ainsi qu'en théorie à Taïwan, vise à renforcer l'éducation au patriotisme et à transmettre et perpétuer l'esprit du patriotisme. Cette dernière dispose notamment que tout citoyen ou organisation doit promouvoir l'esprit du patriotisme et ne doit pas insulter, déformer ou nier le contenu de la loi sous peine de s'exposer à des sanctions exécutives ou de sécurité d'ordre pénal. La loi cible tous les citoyens et insiste sur l'éducation par les écoles, les familles, les fonctionnaires et employés des entreprises, les habitants des villages et les compatriotes de Taïwan, de Hong Kong et de Macao, et ceux d'outre-mer qui sont tous concernés par les dispositions du texte. Ce dernier couvre l'idéologie et la politique, l'histoire et la culture, les symboles nationaux, le patrimoine historique, la constitution et les lois, l'unité nationale et la sécurité et la défense du pays, mais aussi les faits notables des héros de la nation. La loi indique que l'éducation patriotique sera intégrée au système éducatif national, aux activités littéraires, artistiques, au monde de l'édition ainsi qu'au secteur du tourisme. Yaya Yuen, un politologue professeur d'études internationales à l'université St. Thomas à Houston, au Texas, estime que l'adoption de cette loi vise à restreindre encore davantage la liberté d'expression en Chine. Chen Kuai-de, directeur exécutif de la Princeton China Initiative, un institut de recherche sur la Chine et sur son histoire contemporaine, juge qu'il s'agit là d'une tentative de contrôle idéologique exercée par le gouvernement chinois sur ses citoyens, qui vise en particulier les jeunes, afin de faire face à la pression de la communauté internationale et aux difficultés internes en Chine. La Corée du Sud va équiper ses policiers de caméras portatives. Le quotidien sud-coréen Korea Herald a indiqué que des amendements à la loi sur la performance des devoirs des officiers de police avaient été adoptés lors d'une session plénière, qualifiant les caméras portatives parmi les équipements des policiers et précisant les standards d'utilisation de ces caméras. Le quotidien indique que jusqu'à présent, certains policiers utilisaient déjà des caméras payées de leur poche. Selon la nouvelle réforme, l'utilisation de la caméra portative est possible lorsqu'un officier de police arrête un suspect sur la base de la loi sur la procédure pénale, ou lorsque c'est nécessaire pour une enquête, ou bien encore lorsqu'il s'agit d'empêcher ou d'arrêter de manière urgente un acte criminel qui pourrait attenter à la vie ou à la personne, ou un acte qui pourrait résulter en un dommage significatif d'une propriété.
Il est précisé dans les amendements que les policiers ont l'obligation de notifier de l'utilisation de la caméra et que toutes les vidéos ou enregistrements audio doivent être transmis et stockés dans la base de données rapidement, avec en plus l'interdiction d'éditer, de copier ou de supprimer des enregistrements. Le quotidien sud-coréen a indiqué que la police avait l'intention de fournir 55 000 caméras d'ici 2028, dont 5 800 cette année, et avait prévu pour cela un budget total de 82,8 millions de won jusqu'à 2028. Mais il semble, au vu des débats interministériels et à l'Assemblée nationale, que le budget ainsi que le nombre de caméras pourraient bien être revus à la baisse. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.